Eh bien, rebonsoir à tous et bonsoir aux nouveaux venus. Je vous propose pour gagner du temps et surtout lancer nos débats, de lancer notre première table ronde de l'après-midi, être accompagné par les acteurs institutionnels et ils sont tous présents, ils ont répondu au rendez-vous. Merci. Alors comme ce matin, ce que je vous proposais, alors on a beaucoup parlé de la MDPH, mais rapidement représenter Madame Boulmar, puisqu'on va bien évidemment parler de l'accompagnement des acteurs institutionnels, et on est en plein dedans avec la MDPH, n'est-ce pas? Je suis toujours Mme Boulmar, la responsable du pôle évaluation, et j'avais oublié de dire ce matin, je suis co-chargée de communication pour la MDPH de la Guadeloupe. Très bien. Voilà. Priscilla Logis à vos côtés, du Pôle emploi. Oui, effectivement. Donc, Priscilla Logis, référente régionale handicap au Pôle emploi Guadeloupe et chef de projet sur le nouvel accompagnement des demandeurs d'emploi et des employeurs. Franck Zadig pour Cap Emploi. Oui, bonsoir à tous. Moi, je suis Franck Zadig, chargé d'insertion professionnelle au Cap Emploi Guadeloupe. Élise Kelaou, de la mission locale. Elle me connaît bien. Ah oui. Élise Kelaou, chargée de projet à la mission locale. Séverine Jals, de la GFIP. Bonjour, Séverine Jals, chargée de mission à la GFIP sur le territoire Guadeloupe et île du Nord. Nadine Montbrun. Nadine Montbrun, directrice territoriale pour le FIPHFP, Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, et j'ai en charge les 3 départements, Martinique, Guadeloupe et Guyane. C'est bien de le préciser. Et Cyril Boa de l'ARS. Bonjour, donc Cyril Boa, je suis chef de service au sein de l'Agence régionale de santé de Guadeloupe. Donc je suis également avec Madame Monestier, mais qui se présentera tout à l'heure. Rita Monestier, elle a droit à ses applaudissements également, s'il vous plaît. Bonjour, Rita Monestier. Donc, je suis en charge des établissements et services pour personnes en situation de handicap, donc sur la contractualisation et l'animation à l'ARS. Très bien. Et enfin, pour l'Académie de Guadeloupe, Yannick Auguste Plumin. Oui, bonsoir, Yannick Auguste Plumin, correspondante handicap académique. Donc, j'ai la charge d'accompagner et d'animer la politique en faveur des personnes en situation de handicap pour la région académique Guadeloupe. Eh bien voilà, tout le monde est présenté. Vous avez donc vos interlocuteurs en face. On rappelle que le principe de nos tables rondes, c'est de véritablement échanger, de ne pas hésiter à poser des questions. Depuis ce matin, d'ailleurs, ça a été très nourri, très riche, en partage d'informations et également en notant des témoignages, surtout, ce qui était important. Et quand on parle d'accompagnement, finalement, de l'insertion des personnes en situation de handicap, c'est vrai qu'on compte beaucoup sur les institutions, parce que souvent, ce sont elles qui doivent donner le là, mais il y a tout un réseau, et c'est pour cela qu'on a autant de personnes ici réunies. N'est-ce pas, Madame Boulmar, pour lancer les débats avec la MDPH, qui est souvent, on le dit, sans doute pour beaucoup, le point de départ, finalement, d'un parcours professionnel. Oui, en effet, de toutes les manières, bon, comme je disais un peu ce matin, je peux me répéter, puisque au-delà le handicap, il faut l'accepter, et donc il faut le reconnaître, et il faut que quelqu'un vous dise, mais oui, donc là, à ce moment-là, tu as besoin de ça pour que tu puisses continuer à travailler, parce que même si tu es en situation de handicap, tu n'es pas exempté du monde du travail. Donc, oui, nous, on sera les premiers acteurs de la machine, en fait, puisqu'il va falloir déposer le dossier, que l'équipe se réunisse, reconnaisse la qualité de travailleur handicapé, et plus, si besoin. Et ensuite, nous, on va passer la main. Oui, absolument. On va passer la main. Alors, quand on parle de passer la main, ce qui est important, la configuration n'a pas été choisie par hasard, c'est de montrer qu'effectivement, il y a une force de réseau entre les institutions elles-mêmes. Absolument, puisque de toutes les manières, nous sommes à la MDPH, nous sommes des prescripteurs, en fait. Nous sommes des ouvreurs de droit. Et certains dispositifs ne vont être accessibles que parce que la MDPH aura dit, oui, tu as besoin de ça. Donc, avec ce papier que nous, on donne, mais vous pouvez aller voir Madame Logis, vous pourrez aller voir Monsieur Zadig, etc., etc. Donc, nous sommes effectivement la première marche du système, en fait. Oui, j'ai vu M. Zadig acquiescer, quand vous le dites. On imagine qu'à Cap Emploi, c'est l'un des discours tenus par rapport au public que vous recevez. Mais tout à fait, effectivement, nous accompagnons les personnes reconnues travailleurs handicapés, donc nous travaillons en partenariat avec Pôle emploi, puisqu'on aura l'occasion de le dire tout à l'heure, donc nous sommes dans une phase de rapprochement avec
Pôle emploi pour pouvoir mieux accompagner les personnes en situation de handicap. Et l'objectif vraiment, c'est un retour pérenne de l'emploi en mettant l'offre de services Pôle emploi et Cap emploi en commun, vraiment pour vraiment leur donner toutes leurs chances de retrouver un emploi. Et c'est pour ça que vous êtes physiquement à côté de Priscilla Logis, de Pôle emploi, pour illustrer justement ce maillage entre Pôle emploi et Cap emploi. À Pôle emploi également, acteur institutionnel aussi de l'accompagnement. On disait ce matin, on a utilisé une expression, c'est qu'il y a finalement beaucoup de portes ouvertes aux personnes en situation de handicap pour un projet d'insertion professionnelle. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est concrètement, on part d'un constat. On part d'un constat où il y avait un besoin d'améliorer l'accompagnement. Il y avait un besoin de simplifier le parcours d'accompagnement professionnel de la personne, du demandeur d'emploi, bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Et pour cela, il a été, lors du rapport EIGAS de 2018, notifié qu'il y avait un besoin de rapprochement entre ces deux entités fortes qui est le Cap emploi et le Pôle emploi. Et par ce fait, effectivement, nous nous sommes rapprochés. Et ce rapprochement a donné lieu à l'ouverture de ce qu'on appelle le lieu unique d'accompagnement, qui sont les agences Pôle emploi, dans lesquelles, effectivement, les demandeurs d'emploi qui sont déjà habitués. Aujourd'hui, toutes les agences Pôle emploi peuvent Toutes les agences Pôle emploi de Guadeloupe sur le territoire sont le lieu unique d'accompagnement. Donc, chaque demandeur d'emploi qui habite dans le bassin de l'agence peut se rendre dans son agence pour bénéficier de ce nouvel accompagnement. Très bien. À vos côtés également, il y a la mission locale, bien présente également sur le territoire. Élise Kelaou, là aussi, on a beaucoup d'exemples de jeunes qui ont sollicité la mission locale et que vous avez pu orienter vers l'ensemble du réseau pour un accompagnement, qui en formation, qui en projet professionnel. Tout à fait. Le terme réseau a tout son sens, puisqu'on ne peut pas faire tout seul, on fait ensemble. La mission locale, nous sommes connus comme étant une structure qui accompagne les jeunes 16-25 ans. Mais depuis mars 2022, les jeunes qui sont reconnus travailleurs handicapés sont accompagnés par la mission locale jusqu'à l'âge de 29 ans, donc moins de 30 ans. Donc, il est vrai qu'au niveau de la mission locale, il y a des handicaps visibles et invisibles. Donc, handicap invisible, il y a des jeunes qui ne disent pas forcément qu'ils sont en situation de handicap. Donc, parfois, on l'apprend après. Donc, c'est pour ça qu'il est important que nous puissions communiquer, puisque le fait de dire qu'on est en situation de handicap, ça permet justement de renforcer l'accompagnement et de faire ensemble, de pouvoir trouver des solutions pour les personnes qui en ont besoin. Donc, plus on est ensemble, plus on va y arriver et plus on pourra répondre aux besoins spécifiques de tout un chacun. Très bien. Et quand on parle d'accompagnement institutionnel, on a beaucoup parlé du parcours de l'individu dans son projet d'insertion professionnelle, mais il y a également l'accompagnement institutionnel de l'employeur, de la collectivité aussi, on va en parler, dans un projet d'embauche d'une personne en situation de handicap. Séverine Jals, vous allez peut-être confirmer ce que je dis, Séverine Jals de la GFIP. Alors oui, effectivement, cet accompagnement, tant des demandeurs d'emploi bénéficiaires que des entreprises, s'inscrit dans le cadre d'un partenariat. Et le fait d'être assis comme ça se prête bien à indiquer ce qui se passe sur le territoire. Donc d'abord le droit commun avec les différents acteurs et ensuite les fonds qui interviennent et les autres acteurs du droit spécifique. Alors il y a un accompagnement effectivement pour les entreprises pour pouvoir toujours plus les sensibiliser et faire rentrer cette thématique qui est le handicap dans leur pratique pour qu'ils puissent accepter et donc voir bien les compétences qu'ils recherchent auprès des personnes en situation de handicap. Oui, Madame Mombreux, vous le disiez ce matin, ce qui est vrai pour le service privé existe également pour la fonction publique. On peut accompagner les collectivités dans des projets d'embauche de personnes en situation de handicap. Tout à fait. Alors, les collectivités et puis les autres employeurs, les établissements hospitaliers ou les services déconcentrés de l'État. Alors, deux modes d'accompagnement, en fait, au niveau du FIPHFP. Donc, ce qu'on qualifie d'aide directe, c'est-à-dire qu'un employeur va avoir une personne pour laquelle il y a un besoin d'aménagement ou d'équipement. Donc, l'employeur est totalement autonome, c'est-à-dire qu'il a à sa charge la demande à effectuer. Donc, nous, dès le départ, on a été dans un format de plateforme dématérialisée.
Donc l'employeur va solliciter la prise en charge, déduction faite de droit commun pour le compte de son collaborateur. Et c'est l'employeur qui va percevoir la prise en charge. Autre modalité d'intervention, et là on parle de partenariat, de convention, donc on est sur une convention de 3 ans qui peut être renouvelée autant que de besoin, quand bien même l'employeur atteint ses 6%. Donc là, on rentre dans une véritable politique handicap. On va accompagner l'employeur à construire sa politique handicap, à construire son plan d'action qui va intégrer l'inclusion. Donc, il aura des objectifs de recrutement, il aura des objectifs au niveau du maintien dans l'emploi et il aura aussi à réaliser des actions de sensibilisation de son collectif de travail. Puisque pour pouvoir amener une personne à se faire reconnaître, en particulier quand on est sur un handicap invisible, il est fondamental que cette personne soit informée de ce qui existe au niveau de son établissement et surtout lever ses craintes par rapport au fait de signaler sa situation de handicap. Très bien. Et on a compris que c'est l'un des grands combats, finalement, le signalement. Et peut-être un peu plus, vous le disiez, dans la fonction publique, où c'est pas toujours évident de passer par cette reconnaissance. Déjà à titre personnel. Alors, à titre personnel, et puis c'est surtout, je pense que à ce niveau-là, à partir du moment où on est sur du handicap invisible, je pense peut-être Séverine affirmera ou infirmera, mais qu'on est sur le même mode de pensée. C'est-à-dire qu'on a un handicap invisible, donc la personne au départ va compenser avec ses moyens, mais sauf que ça peut avoir des incidences en termes d'aggravation de son état de santé, et alors qu'il y a des solutions. Mais la base, c'est que l'employeur, son action au niveau du handicap soit extrêmement visible et claire pour la personne, pour lever ce frein. Très bien. Et quand on parle de handicap, souvent on a tendance à l'oublier. On pense souvent de manière, j'ai envie de dire, un peu galvaudée que le handicap survient après un accident, mais il existe à travers le parcours de vie, simplement de tout un chacun. Sur la santé, la RS, justement, dans vos missions, vous accompagnez aussi bien la traduction, j'ai envie de dire, des politiques publiques engagées sur le territoire national et singulièrement localement en Guadeloupe. Tout à fait. Donc du coup, au niveau de l'agence régionale de santé de Guadeloupe veille notamment à travers la loi du 21 février 2022 qui a mis en place 31 mesures qui visent notamment à renforcer l'aspect accompagnement donc, du coup des personnes dites en situation de handicap, aussi bien donc, du coup, à l'intérieur des ESAT qu'également en milieu ordinaire. Donc on le voit notamment aujourd'hui avec le dispositif emploi accompagné qui est aujourd'hui présent, qui existe depuis 2017 sur le territoire et qui a également pour objectif de renforcer le pouvoir d'agir donc, du coup, de ces personnes afin d'arriver à une autodétermination. Donc voilà. Donc en dehors de ces éléments, donc du coup des établissements qui existent sur le territoire, l'agence régionale de santé met également et veille plutôt également à mettre en place différentes mesures en lien avec les politiques nationales. Outre le dispositif d'emploi accompagné que j'ai évoqué, donc le dispositif emploi accompagné, si je peux me permettre, donc du coup, est un dispositif d'appui qui permet aux personnes en situation de handicap d'obtenir et de se maintenir dans l'emploi. Donc il vise à accompagner donc cette personne et également son employeur, qu'il soit public ou privé. Et enfin, je pense que je laisserai Madame Monestier finir sur... Allez-y, Rita Monestier. Donc l'agence de santé, déjà sur le volet médico-social, il faut noter qu'on est en partenariat, en double compétence généralement avec le conseil départemental. Donc il y a des établissements sous compétences conjointes, des établissements uniquement sous compétences CD. Et sur ce volet emploi, nous avons, comme Madame Mauvrel l'a dit lors de la locution d'entrée, les IME en particulier, qui peuvent avoir une unité d'IM Pro, les CESAD qui peuvent faire aussi avoir une unité CESAD Pro, les ESAT dont M. Bois a évoqué. Et donc, dans ce cadre-là, nous sommes sous compétence unique de l'agence de santé. Et à ce titre-là, il y a tout d'abord la structuration de l'offre sur le territoire, qui est de notre compétence. Donc, ça nous permet de voir s'il y a une adéquation entre l'offre et les besoins du territoire. Donc ça, ça demande de poser un diagnostic. Donc nous sommes en train de le développer, ce point.
Autre chose, nous intervenons donc dans le financement du fonctionnement de ces établissements. Nous accompagnons donc les directeurs d'établissements. Nous faisons aussi, donc dans le cadre de ce financement, il n'y a pas seulement le fonctionnement, mais nous accompagnons aussi sur différents projets que chaque directeur peut développer. D'ailleurs, ils peuvent travailler en coopération avec la DETS. Il peut y avoir des partenariats déjà établis avec aussi nos partenaires institutionnels. Voilà, donc structuration. Nous veillons aussi, ça c'est un point très, très important au sein de ces établissements, au respect des droits des usagers, c'est-à-dire à la construction, à l'élaboration du projet personnalisé d'accompagnement. Donc nous avons aussi notre rôle de contrôle. Donc nous veillons à ce que ces projets soient des projets individualisés, qui soient dans une logique de parcours. Veiller à ce que les personnes qui rentrent en particulier en ESAT, là, on est sur le plan de transformation des ESAT qui est le projet prioritaire en ce moment. Veiller aujourd'hui, dans le cadre de ce plan de transformation 2022, qu'il y ait une vraie co-construction des projets, donc sur le volet formation, donc la montée en compétences et aussi l'employabilité. Donc ce qui donne une grosse responsabilité à nos directeurs d'ESAT désormais, depuis le décret de décembre 2022, qui doivent pouvoir signer des conventions d'appui avec les employeurs. Donc c'était déjà des dispositifs qui existaient, plus ou moins. Madame Logis pourra apporter des éléments dessus. Mais en tous les cas, aujourd'hui, le travailleur en ESAT, il doit pouvoir, s'il le souhaite, passer soit en milieu ordinaire, entre guillemets, soit alors en entreprise adaptée. On a un faible taux de sortie d'ESAT, on est à 1%, ce qui est dans la moyenne nationale. Et au niveau national, ça pose question, puisque non seulement on ne les accompagne pas, parce qu'il y en a qui ont du potentiel, donc il faut les former, il faut les faire monter en compétences, il faut leur donner la possibilité de pouvoir sortir de l'ESAT, mais si ça ne marche pas, de revenir. Donc c'est tout le travail qui est fait, qui peut être monté, qui doit être monté avec notamment le dispositif emploi accompagné, et donc les amener soit en milieu ordinaire si c'est leur projet, et s'ils restent au sein de l'ESAT, développer des formations et accompagner aussi les directeurs d'ESAT dans la diversification des activités qu'ils proposent. Très bien, et puis on va bien évidemment parler de l'accompagnement nécessaire, on a envie de dire. Parfois, on l'a vu dans l'actualité, il faut le dire, qu'il a fallu des adaptations spécifiques au sein de notre académie, n'est-ce pas ? Absolument. Ouais. Alors, effectivement, l'éducation nationale a ses particularités. Fonction publique d'État, bien sûr, qui accueille majoritairement en grande partie des enseignants, puisque le gros de notre masse salariale, ce sont des enseignants. C'est un corps pour lequel nous pouvons faire le constat que le handicap survient souvent au cours de la carrière, que malheureusement, dans nos cultures, dans notre Guadeloupe, enseigner et être en situation de handicap semble incompatible. Donc la première de nos missions est d'accompagner ces personnels à la reconnaissance. C'est pas le plus simple, vous l'avez dit, un des interlocuteurs l'a dit tantôt. Le plus difficile, c'est de faire reconnaître cette situation, de les accompagner jusqu'à la reconnaissance avec la MDPH, et ensuite convaincre de l'opportunité d'aménagement, parce qu'il s'agit en tant qu'enseignant de ne pas se faire voir comme diminué et comme en situation de handicap. Donc les actions de sensibilisation sont nombreuses. En tout cas, nous tentons de les mettre en place autant que de besoin pour que tous ces personnels puissent être sensibles à cette question et accepter la mise en place de certaines mesures qui existent et qui ont pour objectif de les permettre de rester en activité le plus longtemps possible. C'est en tout cas notre souhait au sein de l'éducation nationale. Nous avons aussi des dispositifs spécifiques qui existent que chez nous. Je pense par exemple au poste adapté, qui est un dispositif particulier d'accompagnement au retour à l'emploi, qui existe pour tous les enseignants qui ont rencontré des difficultés de santé. Et l'objectif, c'est de leur permettre doucement, soit de revenir à leur métier d'enseignant, soit de réfléchir à rebondir ou à se réorienter. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir permettre une reprise en douceur. Nous avons aussi les allègements de services qui interviennent aussi comme un dispositif d'accompagnement au retour à l'emploi, dont l'objectif est de diminuer le temps de travail sans perte de salaire,
toujours dans l'objectif de leur permettre de reprendre doucement une activité qui peut, après une longue période de congé, de soins, de maladie, de revenir doucement dans une activité qu'ils connaissent bien, mais qui peut être pénible dans la reprise. Voilà, ce sont 2 exemples de dispositifs que nous mettons en place, dont l'objectif est toujours le maintien dans l'emploi. Alors, parce que aussi le ministère de l'Éducation nationale sait combien il est difficile, quand on est en situation de handicap, parfois, de passer des concours entre guillemets traditionnels, il existe une possibilité d'intégrer la fonction publique par une voie particulière, qui est la voie du recrutement réservée aux bénéficiaires d'obligations d'emploi. C'est une façon d'intégrer la fonction publique sans avoir à passer les concours traditionnels. L'enseignant ou l'administratif est recruté sur la base de ses diplômes et de ses compétences. L'idée, c'est de permettre, toujours c'est notre objectif, de permettre une entrée dans la fonction publique le plus sereinement possible et ensuite travailler le maintien en activité. Voilà. Je crois que c'est complet, c'est l'occasion de le préciser au sein de l'Éducation nationale. Alors, quand on voit toutes ces institutions ici réunies, on se dit qu'il y a une véritable offre de services à toutes ces personnes qui sont inscrites dans un parcours d'insertion professionnelle, malgré leur situation de handicap. La question que j'ai envie de vous poser, c'est comment partager entre vous les données, comment, on va dire, optimiser justement les différentes offres de services, même si on a vu depuis ce matin qu'il existe des cas bien particuliers, des situations à prendre en compte de façon individuelle. Qui se lance? Oui, Madame Kelaou, le micro. Oui. Oui. Je pense que c'était Valérie. Oui. Donc ce travail d'accompagnement, donc comme je l'ai dit, c'est un réseau, on le fait en partenariat. Tout dépend des besoins spécifiques de tout un chacun. Donc c'est un accompagnement individualisé. Donc en partenariat, donc, en fonction des besoins du jeune, on peut faire appel à Cap Emploi si on sent que c'est une personne qui a besoin d'un accompagnement bien particulier. Donc il est vrai que la mission locale, on est censé accompagner des jeunes qui sont en situation de handicap avec une orientation au milieu ordinaire de travail. Donc la première étape, MDPH. D'accord. Sauf qu'on se retrouve assez souvent avec des jeunes qui arrivent chez nous et qui n'ont pas d'orientation au milieu ordinaire de travail. Okay. Et voilà, c'est un petit peu difficile parfois. Ils ont les ESAT, il n'y a pas de place. Et donc du coup, on essaie de faire un accompagnement dans la mesure du possible, en mettant à disposition les moyens que nous avons. Nous avons aussi un accompagnement psychologique. Donc, nous avons un psychologue qui a été recruté, qui est à temps plein à la mission locale. Donc, en fonction des besoins de tout un chacun, l'accompagnement psychologique peut être proposé, ou il y a des ateliers qui sont mis en place pour les jeunes, par exemple l'atelier estime de soi. Et parfois, ils perdent en confiance et à force de rencontrer des difficultés, d'avoir des refus. Donc, et ils ont des compétences, donc ça leur permet de valoriser leurs compétences et d'avoir confiance en eux. Donc c'est aussi l'accompagnement, les actions d'accompagnement, même s'il y a des difficultés, des actions d'accompagnement pour leur permettre d'aller vers l'autre, d'apprendre à se vendre. Nous avons parfois des résultats vraiment très très intéressants. Et là, je dis parfois, les jeunes ne le disent pas. Donc, on a un cas où une jeune a été recrutée, on ne savait pas qu'elle était en situation de handicap. L'employeur est venu, mais entre-temps, l'arrêté préfectoral avait changé. Donc le taux proposé par l'État était moins intéressant. Donc du coup, l'employeur a dit, bon, ben, je ne peux pas, je voulais recruter les deux, mais je ne peux pas. Et je dis à ma collègue, mais écoute, est-ce qu'il n'y a pas une qui a la reconnaissance TH? Elle me dit, je ne sais pas. Ben, je dis, tu demandes. Et elle demande, et du coup, parmi les deux, il y a une qui avait la reconnaissance TH et elle a été recrutée. Donc ça a débloqué une situation. Ça a débloqué une situation. Ce que l'on comprend à travers vos propos, c'est que ça illustre bien les différentes portes d'entrée du réseau dont on parlait. Ensuite, le réseau se met en branle pour orienter la personne vers les bons services, j'ai envie de dire. Alors, on imagine que parmi vous, et je l'espère, il y en a beaucoup qui aimeraient poser des questions, justement, par rapport à l'accompagnement des institutionnels, dans vos rôles peut-être d'entrepreneur, dans votre parcours vous-même, ou pour un proche qui veut s'inscrire dans une démarche de professionnalisation. Donc le micro, bien évidemment, est à votre disposition pour poser vos questions et avoir les réponses nécessaires. Alors qui
parmi vous une question à poser. Il y a madame là-bas qui a demandé la parole. Tout au fond. Bonsoir à tous. Je m'appelle Taudière Thérèse. J'ai travaillé toute ma vie dans la restauration. J'aurais aimé savoir, est-ce qu'on recrute dans la restauration, comme je suis à mobilité réduite? Est-ce qu'on recrute dans la restauration? Parce que j'aime trop ça. C'est mon kiff. Sérieux, j'ai grandi dedans. Je ne me vois pas faire autre chose. Oui. Bien que j'ai travaillé dans beaucoup d'autres choses. Mais là, vu mon handicap, j'aurais aimé recommencer. Alors, j'aurais aimé avoir quelqu'un pour m'accompagner, pour me dire quoi faire et... Comment vous orienter? J'imagine qu'il y en a plusieurs qui pourraient répondre à cette question, parce qu'on a beaucoup parlé de maintien dans l'emploi et d'adaptabilité des choses. Alors, qui se lance en premier? Peut-être là. Alors... Enfin, je n'ai pas toutes les réponses, mais j'ai envie de dire oui, il y a des besoins dans le domaine de la restauration. Mais après, donc, en fonction de votre situation, il y a un diagnostic qui sera fait, une mise en situation pour voir dans quelles conditions vous évoluez, et puis l'adaptabilité. Par rapport à l'adaptabilité, je passe la parole à Monsieur Zadig. Oui, effectivement. Donc, vous souhaitez poursuivre dans le domaine de la restauration. Alors, c'est vrai qu'au départ, avant de vous accompagner directement sous cette recherche d'emploi, nous allons mobiliser les services en fait qui sont financés par la GFIP, qui sont les prestations d'appui spécifiques. Ce sont des dispositifs qui permettent d'évaluer vos capacités par rapport à ce projet, voir effectivement si vous avez des capacités ou des limitations, et en fonction donc des préconisations du prestataire, si effectivement que votre handicap est toujours compatible avec un métier dans le domaine de la restauration, à ce moment-là, nous pourrons vous accompagner pour la recherche d'emploi. Mais si à l'issue donc de la prestation, le prestataire dit effectivement que du fait des difficultés que vous allez rencontrer sur les postes dans la restauration, que vous devez vous réorienter professionnellement, à ce moment-là, nous allons vous accompagner pour un projet de reconversion. Donc, à ce moment-là, vous serez obligé de faire le deuil de votre métier de restauration. Parce que, vous savez, des fois, ça m'arrive qu'on me demande à faire des prestations. Et j'arrive à faire. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait pour un anniversaire sur une plage pour 300 personnes. J'avais du monde à côté qui m'aidait, mais en fait, les gens m'ont dit, mais Thérèse, t'as pas besoin de monde, tu fais tout toi-même. Alors j'ai dit, bon, vous êtes là, c'est déjà beaucoup. Alors il y a une différence entre faire ponctuellement des prestations, en fait, de travailler dans le domaine de la restauration ponctuellement, et le fait de le faire de manière répétitive. Parce que quand vous souhaitez travailler dans le domaine de la restauration, c'est un milieu où il faut être rapide, il y a une vitesse d'exécution qui est demandée par l'employeur. Et le caractère répétitif et urgent, surtout dans le domaine de la restauration, peut poser problème sur le long terme. Donc c'est la raison pour laquelle je vous disais qu'avant que nous puissions vous accompagner directement sur une recherche d'emploi sur ce type de poste, nous allons au préalable vous orienter vers un prestataire spécialisé pour évaluer vos capacités fonctionnelles et voir effectivement si votre handicap est surtout compatible pour un exercice de ce poste à temps plein et d'une manière répétée. Voilà, c'est le préalable. D'accord. Voilà, on n'a pas dit non à votre kiff, mais effectivement cela s'inscrit dans un projet. Ça. Pour donner une illustration, moi j'ai connu un restaurateur à Fort-de-France qui était en situation de handicap, en fauteuil roulant, et qui était lui-même chef cuisinier de son restaurant et qui avait adapté tout son système de cuisine pour réaliser son projet. Et qui était le patron absolument, qui nous a quittés il y a quelques années, effectivement. Alors, je vais compléter aussi en disant, possible. Effectivement... Ce que je veux expliquer, M. Zadig, c'est qu'en fonction du cas de la personne, et je pense que c'est là où c'est ce que vous vouliez expliquer, on peut adapter les situations. Voilà, c'est vrai que... elle évoque effectivement son désir de poursuivre dans le domaine de la restauration. Peut-être qu'elle ne pourra pas travailler pour un employeur, mais la création d'entreprise peut être une option aussi qui lui permettra de travailler à son rythme. Et à ce moment-là, on peut l'accompagner vers les dispositifs existants pour lui permettre donc de bénéficier de subventions, notamment la subvention AGFIP, qui lui permet donc de créer son entreprise. Très bien. Et puis, on a l'accompagnement des institutionnels, mais
J'écoutais ce matin la jeune fille qui disait qu'elle a son envie de travailler dans le milieu de la cuisine. Il y a également passer par les agences qui proposent des offres d'emploi dédiées, les agences d'intérim, Pôle emploi vous-même. Et ensuite, à partir de là, c'est aussi une porte d'entrée vers le réseau d'accompagnement. Ah oui, tout à fait. Je dirais que oui, au niveau de la recherche d'emploi et de la création d'activités, Pôle emploi, c'est effectivement la porte d'entrée pour être effectivement accompagnée. À partir du moment où la personne est en recherche d'emploi, elle s'inscrit à Pôle emploi, elle intègre l'offre de services intégrée qui a été créée spécialement pour le lieu unique d'accompagnement, qui lui permet de bénéficier de l'accompagnement Pôle emploi et Cap emploi, accompagnement à l'insertion professionnelle par les conseillers Pôle emploi de la team handicap, parce que c'est une team. Et à partir du moment où la question du handicap se rajoute en termes d'aménagement, de compensation, là, effectivement, il y a une collaboration avec le conseiller Cap emploi, ce qui permet de prendre vraiment tout l'environnement de la personne et de pouvoir lui donner les bonnes informations pour pouvoir s'insérer professionnellement et surtout de mettre son profil en évidence auprès des employeurs. Donc là, effectivement, le point positif de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, ce qui permet de simplifier leur parcours sur le retour à l'emploi, à la création d'activités, on vient de l'évoquer, parce que la création d'activités aussi, c'est une sortie pérenne sur le marché de l'emploi. Absolument, et effectivement, ça peut être un beau projet. On a des exemples ici en Guadeloupe de beaucoup de personnes en situation de handicap qui ont fabriqué leur emploi, et c'était le témoignage ce matin de notre parrain aujourd'hui, Ronnie Brut, avec son aventure de jogger sport. Alors, j'entends souvent, je vois peut-être que le temps de la digestion fait un peu ça, mais il faut dire les choses honnêtement. Quand on parle de l'accompagnement des entreprises, notamment pour les personnes en situation de handicap, toujours quand on nous cababier en disant oui, mais telle collectivité pas fait ça, telle institution pas fait ça. Alors vous n'allez pas me dire, vous n'avez pas de questions à poser aujourd'hui, maintenant que toutes ces personnes sont devant vous. Pour les entrepreneurs, quelle est la difficulté aujourd'hui pour une entreprise de sécuriser un parcours d'emploi, de favoriser un accès à l'emploi? Quelles sont les réalités de notre territoire en la matière? Parce que l'occasion de tables rondes comme celle-ci, ce n'est pas de vous vendre, j'imagine, tout ce qui est bien fait. C'est aussi, comme on l'a vu ce matin, donner des exemples pour dire qu'il y a des choses à améliorer pour arriver à nos objectifs qui sont le plein emploi, en tout cas pour ces personnes en situation de handicap. Alors c'est vrai que tout à l'heure, nous avions évoqué la GFIP et le FIP. Dans le cadre du lieu unique d'accompagnement, il y a un certain nombre de conventions et de protocoles qui ont été signés ou qui vont être signés justement. Et la plus-value, et je dirais le point encore positif de cet accompagnement, c'est qu'on peut effectivement mobiliser les services. Tout à l'heure, vous parliez de comment faire pour le transfert de données et d'informations entre partenaires. Eh ben, là, effectivement, est l'exemple au niveau du lieu unique d'accompagnement, parce que nous échangeons, nous communiquons et nous arrivons à faire en sorte que un parcours d'accompagnement soit créé. À partir du moment où la personne, on l'a positionnée sur une offre, elle a été recrutée, et bien tout simplement, l'accompagnement se fait par le conseiller Cap emploi, parce que lui, il peut intervenir directement dans l'entreprise. Donc, il y a une continuité du travail que Pôle emploi a effectué en amont. Et par la suite, ça lui permet de mobiliser effectivement les aides et les prestations de la GFIP ou du FIP. Très bien. En dehors de la problématique de la reconnaissance en elle-même du handicap de la personne, quels peuvent être les autres freins existants pour arriver à un projet professionnel pour un entrepreneur comme pour une personne en situation de handicap? Écoutez, jusqu'à aujourd'hui, les employeurs, certains employeurs et mes collègues pourront intervenir par la suite, c'est qu'ils disaient qu'il y avait effectivement beaucoup d'intervenants, qu'on ne savait pas quand les mobiliser, à quel moment, qu'il fallait soit aller vers l'un et après aller vers l'autre. Et là, dans le cadre du lieu unique d'accompagnement, on a la possibilité d'avoir toutes les offres de services nécessaires et mobilisables pour permettre à l'employeur d'avoir un seul interlocuteur dans le lieu unique d'accompagnement pour mobiliser toutes les aides et les prestations des autres partenaires. Et justement pour sécuriser le recrutement et le maintien en emploi de la personne en situation de handicap qui a été recrutée. Et donc de là aussi, on a parlé de la plateforme de prêt de matériel.
Donc ça nous permet aussi de mobiliser cette plateforme de prêt pour permettre pendant un certain temps, le temps que l'employeur, avec le conseiller Cap Emploi, mobilise, achète les différents matériels, nous, on a la possibilité de mobiliser ce matériel pendant une durée de 3 mois. Donc pour permettre à la personne, dès le départ, déjà en situation d'emploi. d'être en situation d'emploi. Très bien. Excusez-moi, oui, je peux me permettre de Séverine Jal. Et notamment par rapport à l'accompagnement des employeurs. Donc, dès lors que nous, à GFIP, rencontrons une entreprise, dans le cadre du protocole employeur et du partenariat avec Pôle emploi notamment, il y a de la communication, l'information arrive à Pôle emploi comme quoi tel et tel employeur souhaite recruter, souhaite être dans une démarche pour que cet employeur puisse tout de suite être accompagné par le droit commun pour pouvoir lui proposer des candidatures, l'accompagner dans son besoin par rapport à un éventuel recrutement. Donc tant au niveau du bénéficiaire, donc au niveau du droit commun, mais également au niveau des entreprises, sont aussi dans ce sillage d'accompagnement pour pouvoir arriver in fine à l'emploi d'une personne en situation de handicap. Oui, c'est bien de le dire parce que l'idée n'est pas non plus de dresser un tableau tout noir de l'insertion des personnes en situation de handicap dans le milieu professionnel. Dans la fonction publique, on a vu ce matin que les chiffres sont partis de très loin pour arriver à un peu plus de 3%, un peu moins dans le privé, mais ça montre qu'il y a une évolution. Par rapport au tissu économique local de la Guadeloupe, très spécifique, on imagine que des grandes entreprises ou moyennes entreprises peuvent répondre à leurs obligations en la matière. Comment toucher un peu mieux finalement le grand ensemble du tissu économique local? Je pense aux TPE, PME, qui ont des besoins de recrutement, mais peut-être pour lesquels l'information soit n'est pas arrivée, soit a été mal diffusée, c'est une question. Là aussi, il y a des passerelles qui doivent être mises en place vers ces entreprises-là, vers ces entrepreneurs. Je ne sais pas qui peut en parler. Encore la GFIP peut-être. Je vais dire 2 mots. C'est un travail partenarial. J'en parlais tout à l'heure à Gaël. C'est un travail de partenariat sur de la communication, notamment le PRITH, à travers le plan régional d'insertion pour les travailleurs handicapés, mène excusez-moi le mot. Il y a des campagnes de communication en tout cas, qui sont menées sur le territoire. Exactement, à destination des entrepreneurs pour justement aller les toucher. C'est vrai qu'on a pu mener des travaux avec des secteurs d'activité, notamment le secteur agricole, où là, on sait qu'il y a énormément de besoins et énormément de problématiques en termes de handicap. Donc voilà, c'est ce travail partenarial pour faire toujours de la communication, pour emmener l'information au plus proche des bénéficiaires, mais également au plus proche des chefs d'entreprise, de très petites entreprises même. Et l'ARS soutient bien évidemment tous ces projets de communication, n'est-ce pas Monsieur Boa, peut-être oui, tout à fait. On travaille surtout en synergie, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais on travaille en synergie effectivement avec la GFIP et le FIP, notamment dans le cadre du dispositif L'Emploi Accompagné, qui va d'ailleurs être déployé en plateforme, donc avec d'autres partenaires, donc Pôle Emploi, Cap Emploi, la mission locale, entre autres, et donc l'ADETS, bien sûr, je ne vais pas oublier. Donc oui, on fait en sorte, du coup, aujourd'hui, de pouvoir communiquer, de sensibiliser, donc surtout sur le terrain, pour du coup permettre en tout cas aux personnes en situation de handicap de pouvoir travailler et, comme j'ai dit, se maintenir et obtenir un emploi stable. Très bien. On va quand même revenir pour donner la parole à l'Académie de Guadeloupe sur l'accompagnement. Vous le parliez, on a parlé des personnels finalement en situation qui ont ces besoins. Mais on imagine également que ça peut concerner certains établissements, j'ai envie de dire, par rapport à des parcours d'enseignement sur notre territoire. Alors avant de répondre à votre question, je voudrais simplement rebondir sur la question du partenariat. Simplement pour rajouter, juste pour compléter ce qui a été dit, que si l'objectif est de rendre dynamique une politique en faveur des personnes en situation de handicap, à mon sens, le travail en partenariat est plus que nécessaire. Seul, on n'arrivera pas à rendre cette politique dynamique. Si on est trop centré sur nous, eh bien, on a tendance à oublier qu'on est sur un territoire et que la question nous concerne tous. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cela. Ensuite, un travail spécifique sur les établissements. Je ne répondrai pas de cette manière-là. Je dirais simplement que nous essayons de répondre au plus près aux besoins de chaque personnel. Parce que chaque besoin est fonction de la situation personnelle. Aucune situation de santé n'est semblable. En termes de parcours de formation, on va
pas adapter le parcours de formation, mais on va mettre en place des aménagements pour permettre à l'agent de s'adapter au métier, s'adapter aux exigences de l'établissement. On va travailler dans ce sens-là. Toujours partir du particulier, de l'individu. Ça me semble plus pertinent de la hauteur de mon expérience. Je ne dis pas que c'est forcément ce qu'il faut faire, mais de mon sens, mon bon sens me dit qu'il faut partir de l'usager, de l'agent, du salarié, de la situation individuelle et personnelle. Et de mettre tout en œuvre pour que cette personne puisse sereinement continuer à exercer son activité professionnelle. Très bien. D'autres questions dans l'assistance ? Oui, Véronique Robin, je suis référente politique handicap au CHU de Guadeloupe, je suis par ici. Je vais vous y chercher partout, sauf de je voudrais interroger par rapport aux sécurisations des parcours des étudiants, plus particulièrement sur nos instituts et écoles de formation paramédicale, où actuellement nous accueillons des élèves en situation de handicap et on voudrait pouvoir savoir ce qui peut être mis en place afin de poursuivre l'accessibilité qu'ils ont bénéficié pendant leur collège, lycée, et qui s'interrompt à partir du moment où ils rentrent dans les institutions. Quel partenaire institutionnel peut nous aider au niveau des écoles à financer ces accessibilités dont ils ont besoin pour poursuivre leurs études au sein de nos écoles? Le FIPHFP intervenait pour tout ce qui avait attrait à l'accessibilité bâtimentaire, mais pour les agents relevant de l'établissement. Alors, indirectement, bien, tous ceux qui passaient, le grand public en bénéficiait. Et depuis, je ne sais plus, ça fait plusieurs années où cette possibilité de dotation pour réaliser les travaux d'accessibilité s'est arrêtée. Malheureusement, au niveau des Antilles-Guyane, on a eu vraiment un gros échec puisqu'il y avait quand même 150 millions d'euros et 0 euros ont été demandés en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Et Dieu seul sait s'il y a eu de la communication. Donc à ce jour, il n'y a pas de ressources pour pouvoir financer ou en tous les cas permettre la mise aux normes de tous travaux d'accessibilité. Je vous remercie pour cette précision. Mais en fait, je parlais de l'accessibilité aux formations. C'est-à-dire que nos étudiants ont besoin de matériel adapté, qu'ils ont bénéficié en collège, au lycée, mais qu'ils n'ont plus accès une fois qu'ils rentrent dans les institutions. Pour ma part, je sais que les ARS Île-de-France ont appelé un appel à projet pour aider ces instituts et écoles de formation paramédicale à pouvoir bénéficier d'un fonds spécifique pour renforcer l'accessibilité à leur formation pour les étudiants ou élèves en situation de handicap. Est-ce qu'il en sera de même sur le territoire de la Guadeloupe? Donc là, je passe la parole à mon voisin, puisque vous avez cité l'ARS. Juste avant, vous dire que pour ce qui concerne l'accessibilité à la formation, qui peut inclure l'accessibilité numérique, d'accord? Donc là, pour tout ce qui est des employeurs publics, il y a une possibilité d'accompagnement. Mais par contre, pour ce qui concerne école et dispositifs innovants au niveau de l'ARS, je passe le micro à M. Boa. Qui passe le micro à Mme Monestier. Oui, nous, on est, M. Boa et moi-même, nous sommes sur le volet médico-social. Donc, en fait, en résumé, nous avons des enveloppes bien définies, que ce soit sur le volet sanitaire ou le volet médico-social. Donc, je ne m'avancerai pas davantage sur le sanitaire en sachant qu'il y a des enveloppes dédiées. Donc, je vous invite à vous rapprocher de nos collègues. En tout cas, le message sera passé parce que, en tous les cas, un appel à candidature ou à projet qui a lieu en Île-de-France n'est pas obligatoirement mené chez nous. Nous avons des programmations avec des priorités. Donc après, nous sommes, c'est peut-être innovant, donc ça peut rentrer dans une enveloppe bien particulière. Donc à ce moment-là, vous faites remonter votre besoin et il sera analysé. Si je peux me permettre, en fait, c'est vrai que je comprends tout à fait ça, la question de la dame, parce que c'est un petit peu un flou artistique même pour nous en tant qu'MDPH, parce que jusqu'à l'âge, donc effectivement, chez nous, la majorité, elle est à 20 ans
pour un droit. Donc un enfant est adulte à 20 ans. Pourtant, à l'âge de 18 ans, logiquement, même en situation de handicap, s'il a eu un parcours classique, il va quitter l'enseignement scolaire classique et il va aller à l'université ou alors ensuite dans un BTS ou dans un IUT ou dans quelque chose comme ça. Donc, en fait, et c'est là où c'est un petit peu compliqué, effectivement, parce que s'il s'agit de l'université, donc il part à Fouilleul, pour ça, il n'y a pas de souci. L'enseignement supérieur va prendre le relais. Par contre, je ne suis pas sûre qu'ils aient les moyens pour les accompagnements physiques. Il se peut qu'ils aient les moyens pour les accompagnements en termes de matériel pédagogique. Pour ce qui est, si par exemple cet enfant intègre un BTS, par contre, on va rester sur le coup du lycée. Et là, ça sera toujours l'éducation nationale qui va devoir prendre en charge l'accompagnement de cet enfant. En fait, tout va dépendre du type d'orientation qui aura été choisi par le jeune une fois le bac en poche, en fait. Donc, ça va dépendre de peut-être quel est votre statut. Est-ce que vous êtes sur un statut d'établissement donc public? Est-ce que vous faites partie de l'enseignement supérieur? Est-ce que vous êtes dans de l'école, en fait, comme les BTS? Et c'est ça qui va déterminer, je pense, à qui vous allez pouvoir vous adresser pour obtenir de l'aide pour ces jeunes en situation de handicap. Par contre, à notre niveau, la première chose qu'on va pouvoir faire, c'est que pour ces jeunes donc en situation de handicap, c'est de donner une RQTH, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui va faire que, en tout cas, au moins en stage, ils vont devoir avoir des adaptations d'horaire ou d'environnement pour pouvoir effectuer leur stage. Par contre, pour ce qui est du matériel, je pense que effectivement, c'est un petit peu compliqué. Tout va dépendre, à mon avis, du statut de votre institut. Et pour l'université, je sais que l'université met en place justement un relais en termes de prise en charge pour les étudiants en situation de handicap. Voilà. Allez-y, à l'université, vous disiez? À l'université, puisque j'ai eu l'occasion de discuter avec elle ce matin, hein, je ne sais pas si elle est dans la salle. Elle est là, voilà. Et voilà. Donc, voilà, on va lui laisser la parole, c'est la mieux placée. On va vous présenter. Et puis, il y a une question, je crois, derrière. Oui, c'était pas une question. Question, c'était pour rebondir sur... Allez-y. Effectivement, donc moi je suis directrice de plusieurs établissements médico-sociaux qui accueillent des enfants et des jeunes en situation de handicap, dont un CESAD qui est situé sur la commune de Saint-Claude. Et nous accompagnons les jeunes jusqu'à 20 ans, donc au sortir du lycée. Et on rencontre effectivement les mêmes difficultés, notamment sur les filières médico-sociales, puisqu'on a eu à accompagner des usagers qui sortent de la filière classique rectorat avec l'accompagnement qu'ils avaient jusque-là avec le maître référent handicap. Dès lors qu'ils partent vers des écoles supérieures qui sortent du cycle universitaire, on a des gros problèmes de suivi justement parce que là, la reconnaissance du handicap, elle est plus difficile à faire valoir. Par exemple, un enfant qui pouvait bénéficier jusqu'au bac d'un tiers-temps, d'une aide pour le secrétariat, dès lors qu'il part sur un autre type d'école qui sort du cycle universitaire, c'est très difficile à faire entendre à ces écoles-là qui ne sont pas forcément formées à ça, de trouver le bon format. Donc il reste beaucoup de choses à faire sur le post-bac, clairement. Alors madame va se présenter. Donc, voilà, je me présente. Je suis Michèle Gillot. Je suis référent handicap pour l'Université des Antilles. Donc Guadeloupe, 2 pôles universitaires, Guadeloupe et Martinique. Donc une petite précision, effectivement, dans l'accompagnement des étudiants, dans l'accessibilité aux formations, donc l'accessibilité au contenu pédagogique, l'université intervient et met en place donc toutes les aides, que ce soit aide matérielle ou aide humaine. Quand c'est un étudiant qui est inscrit dans un lycée en classe prépa ou en BTS, donc c'est toujours l'académie qui prend en charge l'accessibilité au contenu et l'accessibilité au bâti. L'université, bien sûr, intervient pour l'accessibilité au bâti dans les bâtiments qui appartiennent à l'université. Pour les étudiants maintenant qui sont inscrits en IFSI,
Donc effectivement, l'IFSI est rattaché à l'université uniquement pour la délivrance du diplôme. D'accord. Donc maintenant, ils ont le niveau licence après les années, après avoir obtenu le diplôme d'infirmier. Par contre, les IFSI étant rattachés au ministère de la Santé et non au ministère de l'Éducation nationale ni à l'enseignement supérieur, toutes les aides pédagogiques humaines ou techniques pour favoriser l'accessibilité au contenu et au savoir doivent être financées par le ministère de tutelle et non l'académie ou l'université. Tout ce qui est accessibilité au contenu, donc accessibilité au savoir, les cours, le tiers-temps, comme Madame disait, les preneurs de notes, le prêt de matériel spécifique, donc c'est le ministère de tutelle qui finance. Donc quand c'est université, c'est enseignement supérieur. Quand c'est un lycée pour un étudiant de BTS ou de classe prépa, c'est toujours la région académique de tutelle, donc pour nous, ce qui nous concerne, l'Académie de la Guadeloupe. Et tout ce qui est IFSI ou école paramédicale, donc on se rapproche à ce moment-là de son ministère de tutelle pour payer tous les frais supplémentaires pour assurer l'accessibilité au savoir et l'accessibilité au bâti. J'ai envie de dire ici représenté, mais je n'oserais pas. Mais voilà, j'avais envie de le préciser, mais bon... J'ai bien compris ça. C'est pour ça que j'ai fait office de bouclier pour vous, mais malgré tout, peut-être quand même apporter une réponse sur on imagine qu'il y a des dispositifs adaptés ou des réponses à apporter, que l'ARS peut apporter à ce type de situation. Oui, Cyril Boa ou Rita? J'ai pas l'impression d'être loin de ce que je viens de dire. Oui, c'est que, effectivement, ça peut être très pertinent. Je ne suis pas en mesure aujourd'hui de dire, je dis simplement que c'est possible. C'est un projet à soumettre et à voir, parce que comme je vous dis, nous sommes du médico-social. C'est un peu compliqué, notre architecture, notre organisation. On prend note, mais ça ne relève pas du budget médico-social. J'aurais pu m'avancer sur une programmation médico-sociale. Ça relève, même si ce sont des personnes en situation de handicap, la structure relève du sanitaire et c'est une enveloppe particulière. Donc on prend note et c'est très intéressant. On est toujours, je souligne ce fait, quand on parle d'innovation, nous aussi on est très enclin de ce qui vient du terrain. Nous accompagnons nos directeurs d'établissement, nos directrices. Donc on est dans le cadre notamment des contractualisations, où on va aller aussi sur le terrain chercher les difficultés, les projets innovants, les projets structurants pour nous par rapport à nos objectifs nationaux. Et donc nous sommes très attentifs à ces propositions. Après, c'est comme toute institution, c'est des dotations limitatives, donc il faut, c'est une pluriannualité, c'est quelque chose à entrer sur une programmation, voilà. Mais oui, nous avons aussi notre part à prendre dans l'insertion de nos jeunes. Très bien. En tout cas, ça nourrit le débat et c'est là toute l'importance de ce type de rendez-vous et comme quoi les questions posées peuvent faire avancer le schmilblick, parce que l'idée, c'est quand même, quand on voit tout le réseau, ça s'inscrit, on imagine, dans une volonté, on va dire, d'économie inclusive, hein, de cette thématique sur un territoire. Alors bien évidemment, pour ceux et celles qui auraient voulu s'adresser à des hommes politiques, on rappelle qu'on est en période de carence électorale, hein, ils n'ont pas le droit de s'exprimer, mais les institutions et les institutionnels sont ici représentés. C'est l'occasion vraiment de leur poser des questions sur les freins que vous rencontrez sur le terrain, parce que c'est ce type de rendez-vous, ce type d'interpellation qui permettent de poser une situation et de se dire comment y répondre. Et vous avez bien fait de le dire, Madame Monestier. Alors oui, une question de la GFIP. Non, c'était pas une question, je voulais juste apporter une précision faite au débat qui a cours. C'est que dans le cadre de la GFIP, on porte au niveau national la ressource handicap formation, donc qui intervient pour tout ce qui est formation post-bac, et donc qui intervient pour accompagner les organismes de formation professionnelle, et notamment les référents handicap, à eux-mêmes mieux accompagner leurs stagiaires en situation de handicap en formation. Et que la problématique qui est posée là, c'est vrai que c'est une problématique qu'on rencontre aussi, parce que, comme le disait Madame Boulmar, nous on peut accompagner à partir du moment où la personne a une RQTH, donc elle rentre dans le secteur adulte et professionnel, et on ne peut pas si elle n'en a pas. Donc c'est vrai que cette période 18-20 ans est toujours un peu critique, et que c'est plus délicat aussi d'accompagner lorsque la personne en fait engage des études dans une structure spécifique, donc qui relève en effet d'un ministère spécifique. Et du coup, nous on est vraiment sur l'accompagnement plutôt dans le champ professionnel, donc pour tous les organismes de formation et les centres de formation d'apprentis. Voilà.
l'idée, c'est de parler ensemble pour trouver des solutions. Juste porter une petite précision. Malgré tout, la RQTH, il faut savoir qu'elle est accessible à partir de l'âge de 16 ans, mine de rien. Même si la majorité pour nous, MDPH, c'est 20 ans, mais à partir de 16 ans, un parent peut faire la demande d'une RQTH pour son enfant. Voilà. Je crois qu'on a une question dans le fond. Bonjour, Madame Azor. Donc, j'ai plusieurs casquettes, mais là, je vais vous parler en tant qu'élue de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Guadeloupe. Donc, nous parlions tout à l'heure de l'accessibilité au niveau des très petites entreprises. Et vous savez que le tissu économique de la Guadeloupe, ce sont les très petites entreprises. Et pour ma part, pour avoir embauché pendant 20 ans, bon, maintenant, c'est plus le cas. C'est vrai que je n'ai pas été plus que ça sensibilisée, en tout cas par des campagnes m'invitant effectivement à embaucher une personne en situation de handicap. Donc je voulais savoir, est-ce que vous vous étiez déjà rapproché de la Chambre des métiers? Parce que, je veux dire, c'est le meilleur moyen, effectivement, à mon sens, de toucher, de proposer ce type d'emploi. Et voilà, nous sommes partants, en tout cas, j'en discuterai avec le président vainqueur pour pouvoir effectivement entamer un partenariat. Alors oui, effectivement, Pôle emploi, Cap emploi, nous allons répondre conjointement. Donc, par le biais du plan régional d'insertion des travailleurs handicapés, et Madame Lacoma s'est déplacée. Edwige, tu pourras effectivement compléter. Nous nous sommes rapprochés donc, de toutes ces chambres représentantes au niveau des représentants du monde économique, d'une manière générale. Du monde économique, oui. Merci. Et effectivement, c'est comme vous dites, c'est en sensibilisant, mais il est vrai que pour atteindre encore plus ces chambres insulaires, il faut qu'on puisse avoir un interlocuteur qui se fasse un relais auprès de l'ensemble de vos adhérents et qu'ils soient informés de tout ce qui se met en place au sein du plan régional d'insertion des travailleurs handicapés. Et pour compléter effectivement votre question, nous, au niveau des agences Pôle emploi, donc le lieu unique d'accompagnement, vu que nous sommes aussi sur une offre de services intégrés sur le volet entreprise, nous avons des actions, nous mettons en place des actions au plus près donc, des employeurs de nos bassins pour les sensibiliser sur l'emploi des personnes en situation de handicap en collaboration avec l'ensemble des partenaires, donc Pôle emploi, Cap emploi et bien sûr après la GFIP, le FIP, l'ARS et bien d'autres d'intervenants intéressants qui pourraient amener les réponses au plus près des employeurs au niveau des agences Pôle emploi. La GFIP va abonder, j'imagine, dans ce sens. Alors oui, bien sûr, par rapport à l'accompagnement et à la sensibilisation dont vous parliez au niveau des entreprises. Donc la GFIP reste assez active au niveau de cette sensibilisation, avec notamment en passant des conventions avec les organisations syndicales, le MEDEF pour ne pas le citer, mais également avec les OPCO qui permettent de toucher le plus grand nombre d'entreprises et au-delà de ça, le plus grand nombre de petites entreprises pour amener ce sujet. Donc c'est vrai qu'on n'a peut-être pas encore eu l'occasion d'échanger à la Chambre des métiers, mais avec plaisir pour un partenariat. Et j'insiste bien sur le fait un partenariat vivant. Je rebondis sur le fait d'avoir un interlocuteur privilégié parce que avoir un partenariat pour se dire youpi, on a signé mais rien ne se passe, voilà. Un partenariat actif où on pourra justement en collaboration aller sensibiliser, aller toucher toutes ces entreprises. Oui, de toute manière, il ne peut être qu'actif parce que, moi je prends mon cas, j'étais pâtissière, donc j'avais une pâtisserie et tout. Donc, il faut absolument démystifier effectivement le travail du porteur de la personne porteur de handicap parce qu'on est dans la précipitation, dans tout. Vous voyez. Donc, les grandes entreprises ont la possibilité de mettre un accompagnement qui va durer, qui va prendre du temps, tandis qu'on a besoin effectivement d'une réactivité tout de suite. Et je pense qu'il faut vraiment travailler là-dessus pour démontrer aux petits chefs d'entreprise, aux chefs d'entreprise d'une petite entreprise, voilà, on va rectifier, que le salarié porteur de handicap ne sera pas forcément un frein dans son développement. Avec plaisir pour un partenariat. On prend date, j'allais dire que la Chambre des métiers pourrait devenir un acteur majeur du prix en Guadeloupe, pourquoi pas. Et ce serait pas une mauvaise idée, effectivement, même s'il y a trouvé les bonnes passerelles, puisque Madame Logis disait qu'il manque peut-être ce trait d'union entre les organisations, les chambres insulaires et l'ensemble du reste du réseau. Une autre question ? Oui.
Oui, j'ai la reconnaissance pour travailler. J'aimerais savoir, pour faire une formation dans le domaine de la restauration, est-ce que c'est faisable en Guadeloupe ou est-ce qu'il faut voyager pour faire Je crois qu'il y a des organismes de formation spécifiques, mais alors ils sont peut-être pas ici représentés, mais on en avait tout à l'heure avec notamment les organismes de formation qui étaient présents. Il y en a également dans la salle d'à côté, donc des stands où on vous invite à aller à leur rencontre, oui, et très certainement que vous allez trouver les accompagnements qu'il faut pour cela. Oui, tout à fait. Il y a de nombreux organismes de formation qui peuvent vous accompagner dans le domaine de la restauration. Après, vous pouvez vous rapprocher de nos services, Cap Emploi, Pôle Emploi, et nous pourrons vous orienter. Ouais, ça existe. Questions pratiques, réponses pratiques. Est-ce qu'on a d'autres questions pour terminer ce bel atelier? Allez-y. Bonsoir à tous. France-Lise Philomé, élue déléguée en charge handicap accessibilité sur le territoire des Abîmes. Alors, concernant notre commune, je dirais, alors, des sensibilisations sont mises en place sur le territoire afin d'accompagner effectivement nos personnes en situation de handicap. Il faut savoir que le maire de la ville des Abîmes est très sensible en fait à cette population et d'où effectivement la mise en place de référents handicap au niveau effectivement de la mairie. Donc, ce sont des personnes, et parce que nous savons aujourd'hui, et nous comprenons tout à fait cela, hein, le handicap visible et invisible. Donc, c'est vraiment continuellement que les choses bougent, je dirais, sur le territoire à travers de manifestations. Et je dirais aussi que toutes nos associations qui œuvrent autour du handicap sont accompagnées. Et on va y venir justement tout à l'heure dans notre prochaine table ronde. Merci. Merci. On avait bossé le sujet ensemble. C'est la prochaine table ronde, le relais des associations effectivement sur le territoire. Mais c'est vrai aussi que, même si on a parlé de réserve électorale, mais que les collectivités très locales, j'ai envie de dire, et notamment les communes doivent jouer le rôle de remonter les informations vers l'ensemble du réseau. Merci vraiment à vous tous d'avoir participé à ce rendez-vous, j'ai envie de dire, d'après-déjeuner. On a eu de beaux échanges. On va remercier donc les intervenants, Gilda Boulmar de la MDPH, Priscilla Logis de Pôle Emploi, Franck Zadig pour Cap Emploi, Élise Kelaou de la mission locale, Séverine Jals de la GFIP, Nadine Montbrun, toujours de la FIP-HFP, l'ARS avec Cyril Boa et Rita Bonestier, l'Académie de Guadeloupe avec Yannick Auguste Plumet. On peut les applaudir, merci.